Ça y est, la fusée, James Harden. Elle a décollé de Houston. Elle a décollé de Houston pour arriver à Brooklyn City. Gros coup des Nets. Houston, we have a problem with the Barbudo. Ouais, we have a problem with the Barbudo, j'en suis pas sûr. Parce qu'ils avaient un problème quand le Barbudo était là. Et dans le vestiaire. Maintenant qu'il est parti, peut-être qu'ils ont trouvé une solution. J'espère pour eux en tout cas. On verra. Il y a énormément de contreparties, énormément d'équipes impliquées. Trade, blockbuster, clairement. 4 teams, 4 franchises impliquées. Vous voyez sur le tableau apparaître un petit peu tous les échanges. On va traiter uniquement de l'actu des Brooklyn Nets. On fait une vidéo spéciale pour répondre un petit peu à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Le 5 majeur va se poser 5 questions. Logique. On y répond en direct avec vous. Savoir, est-ce que les Nets ont gagné, ont perdu? On revient un petit peu sur tout ça. La première question qu'on a, je te la pose David, c'est Brooklyn a-t-il plus de chances de gagner le titre avec ce bon vieux Caris LeVert, Taurean Prince, Jarrett Allen plutôt qu'avec James Harden? Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe sur la toile, on a l'impression qu'ils avaient plus de chances avant de faire le trade. Oui, alors moi je vais répondre très rapidement. Oui, bien sûr que quand tu récupères un joueur du niveau de James Harden, un des plus grands talents offensifs de l'histoire de la ligue, faut bien se remettre en question. Alors bien évidemment, il est complètement hors de forme, il est grassouillet, il y a des frasques extra-sportives. Même hors de forme, je le prends. Une saison hors de forme, je le prends quand même. Mais bien évidemment... alors... Non mais ce qu'il est venu faire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais finalement ce qu'il est venu faire en mode, les gars, je sors de la cafétéria, je me suis resservi 3 fois. Je vous mets 44 pions sur la truffe. Et je vous mets 44 pions sur la gueule. Alors il y a eu du moins bien derrière, il y avait de la il avait envie de se barrer, il l'a fait savoir clairement. Mais on voit que même dans cet état physique-là, en surcharge pondérale totale, alors ça n'a jamais été un fin, ça n'a jamais été un maigre, James Harden, attention. Mais là, il n'est pas en canne, il n'a pas une condition physique d'un gars vrai athlète de NBA. NBA. Capable sur le début de saison de te poser ses 25 pions de moyenne quand même, malgré tout. Oui, facilement, et c'est ça quand tu as un joueur de ce niveau-là. Mais je pense que ce qui gêne un petit peu dans l'inconscient des gens, si tu veux, c'est l'expérience qu'ont pu avoir Brooklyn il y a certaines années en arrière. Coucou Billy King, hein, on est au début des années 2010, les Nets bazardent absolument tous leurs droits. C'est pour ça que maintenant il y a cette fameuse règle qui t'empêche de pouvoir bazarder 2 tours de draft de 2 Stephen je crois, c'est ça, qui donc a été. Tu peux pas balancer 2 années d'affilée tes choix de draft. Tu balances un choix, ensuite il y a un swap sur l'année d'après, mais à l'époque ils avaient vilipendé tout leur futur pour faire venir Garnett. À l'époque, il y avait aussi Paul Pierce. Avec le résultat qu'on connaît. Avec le résultat qu'on a connu. Avec quand même, après, il faut le dire, la reconstruction derrière de Sean Marks. Mais elle prend du temps. Elle prend du temps, énormément de temps, parce que tu payes les pots cassés des choix que tu avais fait à ce moment-là. Bien sûr. Et puis, même si tu es à Brooklyn, ça a longtemps été un blason un petit peu sale, dû effectivement à cette affaire avec Billy King, mais ça a été longtemps un blason un petit peu. Les joueurs n'avaient pas trop envie d'y aller. Ça s'est démocratisé sur les dernières années parce que ça joue, avec Kenny Atkinson notamment, parce qu'il y avait Steve Ware. Rappelle-toi l'air d'Ilo qui nous hypait énormément. T'as fait du bon travail, t'as bien drafté, oui. Et t'arrives à reconstruire une équipe. Le next step, c'est quoi? Est-ce que tu pouvais gagner concrètement? C'est ça aussi. Est-ce qu'ils ont plus de chances de gagner un titre maintenant avec cette équipe-là que ce qu'ils avaient avant le trade? J'ai envie de dire oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à la toute première année de leur projet. KD n'a pas joué l'année dernière. Kyrie, on l'a pratiquement pas vu. Nouveau coach. Et James Harden vient d'arriver. En plus, ça prendra du temps parce qu'on l'a dit, il est hors de forme. Et si à un moment donné, tu as envie quand même d'aller jouer un trophée, il te le faudra en pleine santé. Ça, c'est une certitude. C'est sûr. Mais dans une ère, on va dire, où tu as les Lakers qui ont monté aussi une super team avec des joueurs signés à la Free Agency, des masterclass consécutifs de Pelinka, là, tu t'assures quand même d'avoir au minimum 3 ans. 2 ans, non, parce qu'il y a une option à la fin, le player et team, je sais plus dans quel sens, mais le Barbudo, il a une player option à 47 patates. Qui prendra probablement. Donc tu te les as assurés au moins pour 2 ans, et ça veut dire qu'en 2 ans, tu peux régler les problèmes qui seraient liés, soi-disant, autour de ces 3 joueurs, les problèmes défensifs, etc. On en reparlera. Mais moi aussi, je suis d'accord, tu as beaucoup plus de chances de gagner un trophée aujourd'hui avec James Harden qu'avec les 3 pépères. Quand je vois la réaction, par exemple, de Brooklyn Nets, alors de Nets France, on avait reçu Quentin d'ailleurs que j'adore, mais qu'on embrasse. Et tu peux avoir un attachement particulier à ces joueurs-là, à Jarrett Allen parce que tu es allé le drafter, à Taurean Prince, c'était un jeune joueur. Caris LeVert avec sa grave blessure qui était revenue. C'était un bien joueur sûr qui qu'il y avait un côté affect. Tu peux avoir un côté affect, mais derrière, il faut se poser aussi les bonnes questions. Est-ce que tu as envie qu'on te renvoie tes 3 mecs et tes tours de draft pour te reprendre James Harden?
Enfin, pour moi, ça aurait pas de sens. Mais tu peux pas comparer avec cette époque-là que je parlais de Billy King parce que c'est pas le même niveau, si tu veux. Moi, j'ai pas le souvenir, et c'est ce qu'on se disait en off, d'un Big Three avec 3 joueurs. Alors James Harden, il va falloir qu'il revienne en Cannes, bien évidemment, et je pense... Non mais il y a plein de choses, on parlera de la en parler un petit peu plus tard, voilà, mais... de la compatibilité, du bilan qu'ils pourront avoir en fin de saison, parce que ça va prendre du temps. Mais je suis pas sûr que cette année, les bilans de saison régulière, et c'est ce qui va grand-chose avec le Covid, exactement, mais intrinsèquement, pouvoir associer 3 joueurs comme ça. On parlait du Big Three que KD il avait connu du côté de Golden State. Là, je trouve qu'intrinsèquement parlant, t'es encore plus au-dessus. T'as Kyrie qui est probablement, quand il est concentré, focus, le best handle de la ligue. Déjà, t'as 2 MVP. T'as 2 MVP et t'as un mec qui peut, tu sais que dans les moments clutch est ultra présent, et on va pas revenir sur sa carrière, le shoot face à Steph Curry en 2016. Je sais pas s'il fonctionnera autant, mais effectivement, t'as un Big Three qui est fou. C'est une association de dingo. La plus grosse question, et j'ai envie de me taper la tête contre les murs là quand je la vois cette question, c'est ça va être un problème parce qu'il y a qu'un ballon. Ouais, vous avez fait quoi, un master coaching? on sait qu'il n'y a qu'un ballon au basket. D'accord, on est d'accord là-dessus. On vous a entendu en début de saison aussi nous parler de Kyrie Irving, de Caris LeVert, de Spencer Dinwiddie. La question elle se posait déjà en début de saison. De Kevin Durant. Enfin, il y avait exactement la même question, sauf qu'à la place de Caris LeVert et Spencer Dinwiddie, bah tu vas avoir comme troisième larron un James Harden. Un James Harden qui te fait... De par la blessure de Dinwiddie, bien évidemment. Oui, mais bon, il n'est pas impliqué dans le trade, mais on le verra pas de la saison. Mais tu te dis quand même, moi, un trade Dinwiddie-Levert pour James Harden, je l'envoie, même avec des tours de draft. Oui, puis je pense que dans ces mecs-là, je te coupe un petit peu, mais KD, c'est la pierre angulaire d'absolument tout. C'est le boss. C'est le boss. C'est-à-dire, c'est lui qui voulait venir là-bas et qui a, je pense, alors bien sûr que Kyrie intéressait fortement les Nets, mais c'était plus une condition du package. Moi, je viens chez vous si vous ramenez également Kyrie avec moi. De toute manière, c'est ça. C'était clair et net. Et dans les déclats de Kyrie, ça a été limpide aussi. On peut lui reprocher parfois, tu sais, un petit poil de chien qui vole. On peut lui reprocher parfois à Kyrie de pas être tout net dans ses déclats par rapport à ce qui se passait avec KD. Il l'a dit. Si c'est moi qui est chaud, KD me donnera la gonfle, mais c'est Kyrie clairement le patron. Et KD, c'est ça. Et c'est KD, pardon, clairement le patron. Et je vois pas James Harden en arrivant comme ça sur le tard, avec la forme qu'il a, venir s'imposer et dire tout de suite non, ça va être moi le boss, etc. Non. Et puis il s'entendait très bien du côté de Casey à l'époque. C'est 3 joueurs qui ont 30, 31 et 32, il me semble. Donc, je sais même pas s'il a la trentaine, James Harden. Il est pas 30, sur les... 30, ouais, je croyais qu'il avait 29 et c'est 30 en fait. Il vient de les faire, ok. Il a 30, 31, 32 ou 31, 31, 32. Ils sont tous dans leur prime, technique, concrètement parlant. Comme on a vu revenir KD, on voit qu'ils sont tous un petit peu dans leur prime. Alors Kyrie, il faudra voir s'il arrive à retrouver son niveau de Cleveland, parce que je le trouvais plus impressionnant que ce qu'il nous a fait du côté des Celtics, ou sur l'an dernier, le peu qu'il a joué, même le début de saison avec les Nets. Mais t'as clairement 3 joueurs qui vont pouvoir se dire à un moment donné, bah tiens, Kyrie ce soir est chaud bouillant, on lui file la gonfle, et ça, je serais pas étonné de voir ces joueurs-là claquer au moins une perf à 50 pions, tu vois, dans la saison. En fonction du match-up, si tu vois qu'en face celui ouais, puis l'état de chaleur, parce qu'après le match-up, bon, les mecs ils sont capables, surtout les mecs de la ligue, tu peux mettre le meilleur défenseur à chaque poste. Bien évidemment. C'est quand même fou de te dire, dans ton équipe, tu as, à mon sens en tout cas, dans toute l'histoire de ce sport, 3 des meilleurs joueurs offensifs all-time, dans toute l'histoire du sport. Ça va poser beaucoup de questions sur la défense. Je suis pas en train de dire que c'est les 3 meilleurs, mais tu vois, plus tard, mais oui, 3 mecs qui offensivement pouvoir offensif est monstrueux, sont assez dingues. Donc ça, c'était la deuxième question, c'était de savoir comment on les faisait cohabiter un peu avec une seule balle. Je vois pas de problème, honnêtement. Je pense qu'ils vont bien s'en sortir, que ça va être la question principale, parce qu'il y en avait une autre. C'était quid de ce Big Three avec les problèmes défensifs que ça pourrait engendrer, parce que bon, on voit bien que Kevin Durant est revenu en étant un petit peu différent défensivement de ce qu'il apportait avant. On voit qu'il n'a pas envie pour l'instant de faire spécialement tous les efforts. Oui, il faut qu'il monte en puissance physiquement. Il va monter aussi en puissance. Il n'est pas encore à 100% de ce point de vue-là, je pense. Ouais. James Harden, Kyrie Irving, c'est 2 joueurs qui sont pas réputés non plus de ce côté-là du terrain. Mais encore une fois, quand tu as 3 joueurs qui sont capables offensivement comme ça, et on n'en a pas parlé, mais il y en a qui sont capables d'aller, je reviens un petit peu sur la question d'avant, mais qui sont capables d'aller off-ball sans aucun problème, KD et Kyrie, moi j'aime bien ce que ça fait. James Harden, faudra voir comment il se situe un petit peu, ce qu'il va arriver à poser des screens, faire des trucs intéressants. Mais offensivement, je me fais pas de soucis. Offensivement, le potentiel, il est absolument dingo. On peut conclure la deuxième question qu'on a pu amener sur la table, c'est le fait que
ces mecs-là, ils se connaissent. KD et James Harden s'entendaient très bien. Moi, je me rappelle des déclarations, certains bruits de couloir qui futaient à l'époque où James Harden était parti d'OKC. Et je pense que c'est une des petites raisons qui a fait qu'au bout d'un moment, Kevin Durant, il est parti du côté de Golden State parce qu'ils ont laissé un mec comme James Harden avec le potentiel qu'il avait se développer du côté de Houston. C'est des mecs qui ont joué ensemble avec Team USA. C'était triste. D'ailleurs, Thabo était venu nous en parler. Il nous avait dit à cette époque-là, c'était quand même un peu bon avec le recul. Il se disait c'était dur de miser sur James Harden malgré il avait été Six Man of the Year avant qu'il et puis ils ont le balance. privilégié Ibaka. Mais... On revient défensivement, on revient quand même à nos larrons, à nos oignons. C'est quoi l'expression? À nos larrons. À nos larrons. Voilà, on revient à nos larrons. Défensivement, comment tu fais avec ces joueurs-là? Et ben en fait, j'étais revenu sur la question offensive parce que quand tu as un potentiel offensif comme celui des Nets, je crois pas que ta principale question ce soit celle de l'aspect défensif. Oui, il va falloir. C'est une préoccupation, mais c'est plus la principale. Oui, mais c'est une préoccupation. Est-ce qu'ils se sont affaiblis réellement en faisant ce trade défensivement? Est-ce que tu vois en Jarrett Allen, Taurean Prince et Caris LeVert des monstres de défense, des mecs qui pouvaient apporter beaucoup plus que ça? Jarrett Allen est un très bon contreur. Pas un bon défenseur. En tout cas, à mon sens, ça saute partout. C'est pas encore ce qu'il faut. Taurean Prince, ça peut j'aimais faire bien l'affaire. quand même. Je trouvais un petit peu dur sur Jarrett Allen. Je pense que Jarrett Allen, pour moi, est vraiment pas un bon défenseur. Intrinsèquement, chacun son avis, mais je trouve qu'intrinsèquement, avec ces trois mecs-là, t'avais un petit peu plus de caution défensive. Alors, Caris LeVert, bien évidemment, tu peux te dire... T'as zéro caution. Taurean Prince, t'as de la caution sur 2-3 postes par match parce qu'il est d'une irrégularité défensivement qui est assez hallucinante. Et Jarrett, je t'ai dit, manque d'expérience. Peut-être que ça deviendra un bon défenseur. Je sais pas si ça peut s'acquérir. Il y a souvent des comparaisons qui sont faites, notamment avec Rudy, avec Miles Turner, sans le fait de pouvoir stretcher le terrain. Mais on parle vraiment du point de vue défensif. Moi, je trouve ces mecs-là à des centaines de lieues de ce que pouvait faire Jarrett Allen, qui est un bon contreur. Ça lui enlève pas ça. C'est d'ailleurs, je crois, le meilleur contreur en activité cette année. Oui, de la ligue. Saison. C'était des profils qui faisaient du bien. Et on en revient toujours à la même chose. Tu récupères, je pense, tellement d'options offensivement parlant. Tu as un mec qui, je pense, compte tenu de l'âge des deux, ils se connaissent, ils ont joué ensemble avec Team USA, il y a un vécu. Je pense qu'au bout d'un moment, ces mecs-là, ils ont compris que la NBA en 2020, pour gagner, soit il te faut un duo d'OVNI à la LeBron AD, ou il faut que tu ailles constituer une équipe avec 2-3 All-Stars pour gagner. Oh bah là, ils auraient pu, d'ailleurs, moi je me disais à un moment donné... C'est le modèle aujourd'hui. C'est possible qu'ils gardent un petit peu ce young core un peu talentueux et qu'ils aillent trader Kyrie Irving. C'était un truc, je me disais au début, ça va peut-être arriver, tu vois, et faire jouer... Mais bon, d'avoir les trois, si tu peux avoir les trois, j'aurais fait la même chose évidemment. Et dernière chose, les Nets, on les voyait avec des gros problèmes offensifs depuis le début, défensifs pardon, parce qu'offensivement ça se passait pas mal depuis le début de la saison, avec notamment Jarrett Allen, parce que tu l'as cité comme un défenseur à peu près correct. Il y avait des gros soucis. Tu prenais dans la peinture des cartons monumentaux. Tu avais pris 150 pions, 149, 150 et 151, je crois, entre les Nets, je sais plus, les Hawks. Enfin, tu avais pris 140, 135 2-3 fois. Défensivement, c'est un des pires ratings de la ligue. C'était très compliqué. Alors que tu avais Jarrett Allen, donc ils vont avoir toujours les mêmes problèmes. Il faudra peut-être, et on en reparlera ça dans une autre question, ramener un petit peu de carcasse à l'intérieur pour faire du bien, pour soulager un petit peu, parce que là, ça va être léger. Mais globalement, ce Big 3, défensivement, effectivement, c'est pas le meilleur de la ligue, on va pas dire ça. Mais tu peux avoir de l'implication. Tu as un tel impact de l'autre côté aussi que tu fais payer ce que tu rends un petit peu. Et je pense que tu es capable de faire plus payer que ce que tu vas donner aux autres équipes face à la plupart des équipes NBA. Quand tu as, face à la plupart des franchises, quand tu as dans ton équipe 3 mecs comme ça. Quoi. Le ratio par rapport à ce qu'ils peuvent t'amener, ce qu'ils peuvent te coûter, il est assez dingue. KD, je pense qu'en fonction du déroulé de la saison, plus on va avancer, plus il va monter physiquement. Offensivement, on sent qu'il commence à revenir à des standards qui nous avaient habitués, mais je trouve que défensivement, il va falloir qu'il s'étoffe un petit peu plus, qu'il prenne vraiment confiance, mais on sait le niveau d'excellence que peut avoir Kevin Durant défensivement parlant. Je le mets pas dans la case des tout meilleurs, mais c'est un excellent défenseur, alors qu'il sera forcément beaucoup plus sur un poste 4, parce qu'il y a Bérésina de joueurs sur cette position-là, même si moi je le préfère en tant qu'ailier. Alors il a beaucoup joué aux Warriors dans la Oui, il a beaucoup joué 4, il a même joué 5. Il a même joué 5 avec je le préfère sur ce poste 3, mais en poste 4, il est capable tu le mets de en faire poste 4, peut-être qu'il exploite un peu moins défensivement certaines qualités. C'est sûr que s'il a un Giannis ou un AD en face, c'est plus compliqué, mais quoi qu'encore, on l'a vu garder ce genre de joueur quand il était dans des équipes où ça tournait un petit peu mieux avant d'avoir cette fameuse blessure. C'est ton backcourt. Comment arriver à pouvoir compenser le fait d'avoir
Kyrie Irving et James Harden. Alors, c'est ce qu'on dit depuis. Alors déjà, le sacrifice, ça va être le maître mot de cette équipe-là. Chacun va devoir sacrifier offensivement. C'est une certitude. Ils pourront pas tourner. KD pourra pas nous faire une saison à 30 pions de moyenne avec ces deux mecs-là à côté. Ni James Harden pourra ni plus faire Kyrie, saison. exactement. Kyrie Irving les faisait déjà plus vraiment. Mais voilà, tu as sacrifice offensif. Tu as sacrifice défensif aussi parce que c'est des joueurs. KD, on l'a dit, depuis son retour de blessure un peu moins appliqué défensivement, il va falloir que ça monte en régime. Kyrie et James Harden n'ont jamais été des princes, on va dire, de la race des seigneurs dans cette catégorie-là. donc il va falloir faire des sacrifices. La race des seigneurs, ça, c'est une certitude. Il va falloir faire des sacrifices aussi, et ça, on le sait, c'est la 4e question dans le vestiaire. Parce qu'il va falloir mettre un petit peu les égos de côté. Très bien fait celui de Kyrie. Alors, KD, on sait, il a déjà fait. Alors, pendant quelques années, même si au final, il s'est un petit peu visiblement barré pour ça, il l'a déjà fait à Golden State. Parce qu'à Golden State, il prend 2 MVP des finales. Ouais, 2 MVP des finales. Mais on savait tous. C'était pas sa team. C'était pas sa team à lui. Là, c'est la sienne. Il n'a pas besoin de le montrer parce qu'on sait que c'est un leader un petit peu moins expressif que moins vocal que d'autres. comme LeBron, tu vois, ou des joueurs clairement, comme ça qui ont besoin vraiment de revendiquer. KD a moins ce phénomène-là. James Harden, Kyrie Irving, va falloir faire attention. Kyrie Irving, est-ce qu'il va célébrer l'anniversaire de ses tantes, de sa grand-mère, de ses sœurs? Est-ce qu'il va nous faire ça toute l'année? C'est la question. Je pense pas. Je pense qu'à bout d'un moment, il va y avoir quand même une certaine rigueur. On peut dire que James Harden a fait sa diva aux Rockets, mais il avait envie de se barrer. Là, il est clairement là où il voulait aller. Il l'avait dit. Moi, je veux aller aux Nets. Il l'avait clairement évoqué via son agent. Alors, pas clairement justement, mais via son agent, il avait fait fuiter un petit peu ça. Attention, il voulait aller aux Nets. Il y est. Bon bah t'as pas le choix. Et moi je serais pas étonné de voir un James Harden. Ça va me faire plaisir de voir un joueur comme ça qui est vraiment raillé. On parlera des 2 autres après, mais qui est vraiment raillé depuis quelques années maintenant pour être à la tête de Rockets qui sont centrés uniquement autour de lui. Il prend de l'ISO, il fait ses stats. De jouer peut-être dans un autre style. Moi, j'ai hâte de redécouvrir, parce qu'on l'a déjà vu, James Harden dans ce mode-là. Et je pense on peut s'attendre à vraiment des phénomènes, tu vois, un soir où le mec il tourne à 70-80% au shoot sans aucun problème, à voir ses stats, ses ratios de shoot augmenter en termes de pourcentage et d'efficacité, parce qu'il faut le dire aussi clairement, que ce soit Kyrie ou James Harden, ils sont loin de Kevin Durant dans ce domaine-là, dans le domaine vraiment létal d'efficacité offensive. Ah oui, c'est pas le même délire, mais je serais pas étonné, tu vois, de voir ce genre de progression. Donc sacrifice aussi dans les médias un petit peu, parce que voilà, ça sera dur de faire des saisons de MVP avec des coéquipiers. C'est clair, mais t'as 3 joueurs qui sont un petit peu revanchards, parce que KD qui revient de blessure mais qui a prouvé tout ce qui nous a montré du côté de Golden State, Harden qui traîne un petit peu cette réputation de joueur offensivement absolument world class, mais qui te choque un petit peu en playoff, parce que de temps en temps t'as l'habitude à ce que c'est pourcentage chute, à ce que c'est moyenne de chute, et un Kyrie Irving qui s'est quand même barré, ça me fait rire, de Cleveland parce qu'il en avait marre d'être le Batman de Robin. Et j'ai bien aimé les petites déclarations qui sont sorties des États-Unis où il est passé de Batman et maintenant c'est Alfred c'est Alfred le majordome, assistant Rodolphe, parce que t'as 2 mecs quand même à côté de lui qui sont d'un autre niveau, qui sont des MVP en titre, sont au-dessus clairement de ce que Kyrie a pu prouver quand il était tout seul dans des teams. Voilà, c'est pas le même domaine. Ça reste pas moins un joueur qui offensivement va être impressionnant. Mais t'as des mecs qui ont on va voir statut. Un petit peu. C'est ça qui va vraiment la gestion des être le baromètre de la saison. Il vient d'arriver. C'est ça, de la saison des Nets. Ça va être le baromètre. Savoir comment ça va être géré par Steve Nash, qui est un coach rookie, il faut pas l'oublier, et qui a géré 2 MVP, MVP des finales, double MVP des finales même pour Kevin Durant, Kyrie Irving, qui a déjà gagné un titre, qui sait faire quoi. Et Steve Nash ne sait pas le faire, il l'a pas montré en tant que joueur, donc. Non, il a des joueurs qui ont déjà gagné dans des. Il y a du monde, il y a du répondant quoi, il y a du répondant, mais je pense qu'il va être écouté et ça va être intéressant. En tout cas, on sera les premiers à regarder ça. Hein. Demain, il joue. Mais moi, en tout cas, j'y crois. Parce il joue que à minuit, c'est ça. C'est quoi le premier match? Alors, il y aura peut-être pas Kyrie. Face à Orlando. C'est ça, face à Orlando, il y aura peut-être pas Kyrie, on verra, mais ne serait-ce juste de voir James Harden et KD pour voir un petit peu comment ça va se passer sur pick and roll et pick and pop. Vont verser la petite larme. Et puis pour finir quand même un petit conseil placement financier, si vous avez un petit peu de billes à mettre, il y a quelques petits clubs de strip du côté de Brooklyn qui sont déjà en train de se frotter les mains avec l'arrivée de mon Barbudo. Je sais pas si c'est les meilleurs investissements, même avec l'arrivée du barbu en cette période un petit peu de Covid-19. Ne le sous-estime pas.
5e et dernière question, 5e point de cette petite vidéo, les gars. Alors dites-nous ce que vous en pensez un petit peu. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que les Nets sont tout perdus, comme on voit beaucoup sur Twitter? Jarrett Allen est un grand défenseur pour vous? Lâchez-nous un petit peu en commentaire vos impressions. Voilà. On passe à la dernière. C'est que reste-t-il à faire finalement pour Sean Marks dans ce chantier qui est celui des Nets? Parce qu'il reste quand même une grosse interrogation, c'est celle du secteur intérieur. T'es un petit peu démuni, on va dire, diminué et démuni. Oui. Sur le poste 4 et poste 5 surtout, il va te falloir du monde. T'as Dédé Jordan, mais qui fait un début de saison qui est odieux, qui est catastrophique. Ah, mais qui est plus le Dédé Jordan de l'époque des Clippers. Ouais, mais là vraiment dans l'envie, etc. Il y a des trucs. De Kyrie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont gardé au bout d'un moment. Et t'as à côté quand même, on peut en parler, même s'il est toujours blessé pour l'instant, c'est Claxton. Qui lui, moi j'y crois, il y a un vrai potentiel dans ce garçon. Potentiel, mais moi j'y crois, j'ai les genoux quand même. Vert, c'est trop compliqué. Ouais, bien sûr, mais j'ai envie de le voir sur. Ouais, mais justement dans une équipe comme ça, tu peux avoir le privilège de voir un joueur qui a quand même un gros potentiel, mais tu sais freiné par des blessures lorsqu'il enchaîne un petit peu les matchs. Aussi, et ça date de l'époque de la fac. Tu peux avoir un joueur là qui prend 10-15 minutes et qui fait des bons trucs, qui saisit peut-être sa chance, qui dans un soir où il est bon peut arriver à la vingtaine et qui va être responsabilité avant qu'il y ait des trades, qui va être responsabilisé, avoir plus de responsabilités avant qu'il y ait de nouveaux trades ou de nouvelles signatures de free agent, parce que là clairement tu te rends compte qu'il faut amener une carcasse en plus dans la peinture, un mec qui va un petit peu tenir. Aujourd'hui, même un poste 5 je pense, parce que Claxton va jouer un petit peu sur les deux, il te faut essentiellement un poste 5, tu as notamment Dwayne Dedmon qui est disponible. Pour le poste 4, t'as Rondé Hollis, Jefferson. Enfin, tu peux encore aller faire des affaires. Rondé, je le vois bien revenir du côté. Il avait fait des bonnes choses. Bah oui, après il était parti à Toronto après une superbe saison du côté de Brooklyn. Moi, j'aime beaucoup ce qui peut t'amener en sortie de banc avec un vrai rôle d'energizer qui peut te permettre de temps en temps de faire souffler aussi un mec comme Kevin Durant, parce qu'elle est là aussi la force de Brooklyn, c'est de te dire. Tu sais que t'as un mec comme Kyrie Irving qui de temps en temps est capable de te péter une durite, d'être lunatique à souhait. Bon, bah s'il est pas là, t'alignes quand même KD et James Harden. Inversement, là, c'est clair. KD souffle un peu, il va avoir tellement d'options dans les mains. C'est clair que dans tes rotations, lui, il a plein. Il peut en laisser au moins un. De temps en temps, il peut même gagner le match. Il peut avoir tout un match avec un des trois sur le terrain. Et je pense qu'il y aura même beaucoup de matchs où on verra quasiment deux mecs à la fois sur le terrain, que ce soit deux mecs de ce Big Three un petit peu, qui seront tout le temps sur le terrain, et il y en aura un qui soufflera. Enfin, il a tellement d'options, et même au-delà de ça, parce que derrière t'as des Joe Harris, t'as des mecs qui sont capables de shooter, t'as des mecs qui sont capables, je trouve pas si dégueulasse défensivement non plus, qui sont capables, t'as TLC, peut-être qui va être un des grands gagnants de ce trade-là. Oui, là je pense qu'on peut en parler. En l'état, oui. On peut en parler, parce qu'aujourd'hui quand tu vois le roadster, comment il se définit, tu as ton backcourt qui est là, KD en 4, Dédé en 5. Alors on l'a dit, il va falloir forcément aller récupérer un poste 4, un poste 5. Tu as une mid-level exception à 5.7 et une disabled exception même montant, je crois, du même montant de 5.7 avec la blessure de Dinwiddie pour essayer d'aller récupérer pourquoi pas un poste 4. Hollis Jefferson validé, je pense qu'il coche toutes les cases. Mais avec 5-6 millions comme ça, tu touches un joueur qui est quand même correct aujourd'hui dans la free agency. Si tu prends Dwayne Dedmon, essayer de venir gratter sa bague. On donne cet exemple-là, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être via un trade, on n'en sait rien encore. Mais mettons que tu prennes Dwayne Dedmon et Rondé Hollis Jefferson, bah t'as deux mecs qui sont quand même en NBA. Clairement la baraque validée, référencée. Ils ont de l'expérience, donc voilà. Il y a un gros chantier encore pour Sean Marks, il y a un gros chantier aussi pour Steve Nash. Il va falloir amener chauffer le bleu un petit peu. La cohérence, c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais. Pour moi, TLC, c'est le grand gagnant de ce trade-là, parce que j'adore ce que le Français a fait l'année dernière avec une bubble exceptionnelle, beaucoup de blessés. Rappelle-toi, c'était la Bérésina du côté de Brooklyn. Il les a posés sur la table. Est-ce qu'il peut être autant responsabilisé que ce qu'il avait été dans la bulle? J'ai des petits doutes là-dessus malgré le trade, parce que Steve Nash, quand même, on sent bien qu'il a besoin d'un petit peu autre chose. Alors même s'il apporte de la défense, clairement, c'est peut-être même un des meilleurs défenseurs de l'effectif, TLC. Il est là le souci, c'est que t'as qui en poste 3 concrètement? T'as la concurrence entre TLC et Joe Harris. Et je pense, quand tu vois quand même ton bas court qui va te régaler offensivement, il te faut un joueur qui puisse être actif et qui puisse jouer de manière intelligente off-ball, qui n'ait pas peur de shooter. Et je trouve que TLC,
il a passé un gap là-dessus. Quand il a un shoot ouvert, bim, 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 ça commence à dégainer. Il prend. Qui est intelligent, Hein, le il glue a guy. la main légère. Voilà, le glue guy qui va t'amener la bonne extra passe, de l'intensité et qui défensivement. De toute façon, l'école peut un tenir. petit peu à la française, j'ai envie de te dire, Exactement. parce que Un peu comme Batum ce le qu'on fait, produit. alors dans un autre C'est style, ce mais qu'on du côté des produit. Clippers. Tony Parker avait des choses différentes, peut-être qu'il y a quelques similitudes d'ailleurs avec ce que fait Théo Malédon, je trouve, et je le trouvais déjà à Lasvel, et c'est pas parce qu'ils étaient tous les deux à Lasvel que j'avais qu'il y a quelques similitudes, mais globalement, tous les joueurs français qu'on envoie, on sait que c'est défense, on va essayer de shooter un petit peu, mais c'est avant tout défense, transition, je cours, je suis fort physiquement. Je suis intelligent. On n'est pas l'école la plus technique, mais en NBA, parfois il y a besoin de joueurs comme ça, donc effectivement... Ouais. TLC peut-être potentiel grand gagnant de ce trade. On verra ce que feront les Nets dans les semaines à venir. En attendant, on vous invite bien sûr à partager la vidéo. C'est important pour nous partager. Donnez-nous de la force. Surtout si vous avez aimé. Lâchez un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez Un pensé petit partage. de tout ça. Et surtout, c'est ça, un petit partage. C'est ça qui va nous aider à grandir, à avoir plus de vues et à ce que notre opinion de professionnels, de gros experts soit répandu à travers toute la planète NBA. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Je t'en fais à toi aussi, David, et je te dis à la À prochaine. tout bientôt. Ciao, ciao les amis.